Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai beaucoup ri en regardant Don't Look Up. Dans ce film produit par Netflix, on voit à quel point nous, les humains, on est vraiment nuls pour faire face à une catastrophe annoncée. Bon là c'est une comète, mais évidemment tout le monde a pensé au changement climatique. Mais je crois qu'il y a une grosse différence entre une comète qui nous tombe dessus et le réchauffement. Le changement climatique, lui, il va pas nous tomber dessus à une date précise. On n'a pas rendez-vous avec le réchauffement. Il est déjà là. C'est justement ce que raconte l'un des volets du rapport du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, qui a eu la malchance d'être publié pile au moment où les chars russes commençaient à envahir l'Ukraine. Du coup, il faut bien reconnaître que c'est passé totalement à la trappe. C'est justement pour ça que j'avais envie d'y revenir. Parce que j'ai moi-même été surpris de ce qu'on y trouvait, dans cette partie-là du rapport, alors que je travaille depuis des années sur ces questions. Faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est urgent, très important et super difficile. Mais en fait, ça suffira pas. Il va aussi falloir s'adapter à toutes les conséquences du changement climatique et dès maintenant. On n'y pense pas beaucoup, mais il y a déjà plus de 3 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des zones qui sont directement menacées par les changements du climat. Ce qui veut dire que même si on faisait tout comme il faut, en fait, on aura quand même à subir les conséquences du changement climatique pendant de très nombreuses années. C'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Précisément cette question-là. Comment on fait pour s'adapter ? Comment on va faire pour vivre dans un territoire où on sait que dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera plus habitable ? On a souvent une vision un peu rapide des catastrophes climatiques. Il y a une inondation dans une ville, on reconstruira. Un incendie, on replantera. Mais à vrai dire, ce raisonnement ne tient pas vraiment la route. C'est pour ça que j'ai eu envie d'inviter Magali Reguetzazit, une géographe qui, à l'origine, est la meilleure spécialiste de la grande crue qu'a connue Paris au début du XXe siècle. Petit à petit, en partant de cette question, comment on fait pour répondre aux catastrophes, elle s'est spécialisée sur ce qu'on appelle l'adaptation des territoires. Comment on transforme les endroits où on vit. Depuis 2018, elle est membre du Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante qui conseille le gouvernement sur la trajectoire climatique. Et elle porte depuis longtemps, à vrai dire parfois un peu dans le désert, une réflexion approfondie sur cette question qu'on appelle l'adaptation. Bonjour Magali Reguetzazit. Bonjour. Alors on va rentrer dans le détail dans la discussion sur ces différentes conséquences que le changement climatique peut avoir en France, aujourd'hui et puis plus tard dans le futur. Mais avant ça, j'aurais aimé que vous reveniez sur un exemple que vous avez déjà pris et qui m'a particulièrement intéressé. C'est quand vous dites que pour comprendre la logique du changement climatique, il faut s'imaginer qu'on regarde un album photo. Moi qui suis quarantenaire, c'est un exemple qui m'a pas mal parlé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Le changement climatique, c'est une tendance d'abord. C'est une tendance de fond qui fait que l'atmosphère se réchauffe à l'échelle planétaire. Et donc, une tendance, on ne la voit pas. C'est-à-dire que quand on regarde un album photo, on regarde 10 ans, 15 ans en avant, on a changé. Sauf que tous les jours dans le miroir, on ne voit pas tous les jours les changements. Et donc, ce qui est intéressant avec le changement climatique, c'est que c'est ça, en fait. C'est qu'il y a la tendance qu'on est capable de mesurer sur plusieurs décennies. Et puis, il y a ce que chacun d'entre nous voit, perçoit et vit, sachant évidemment que ce qu'on voit du changement climatique généralement, ce sont les extrêmes, les chocs. Et il était pendant très longtemps difficile de dire si tel ou tel événement était ou non lié au changement climatique. Quand on vieillit, on a des maladies, on a des fragilités qui naissent parce qu'on vieillit. Donc si demain je suis très âgée et j'ai mal au dos, généralement c'est lié à la vieillesse, mais ça peut être aussi lié à quelque chose qui n'a rien à voir. On sait simplement que plus on vieillit, plus la probabilité d'avoir mal au dos est grande. C'est un peu pareil avec le changement climatique. Et donc c'est vrai qu'il a fallu du temps pour que les scientifiques arrivent véritablement à démontrer le lien entre le changement global et un certain nombre d'événements. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sciences de l'attribution. C'est l'idée qu'on va être capable de dire que tel ou tel événement a une chance plus grande de se produire dans un climat qui change que si le climat n'avait pas changé. Ou si on avait simplement ce qu'on appelle la variabilité naturelle, c'est-à-dire le fait qu'effectivement le climat, c'est pas toujours le même et que d'une décennie à l'autre, parfois d'une année à l'autre, ça change. Mais là, on voit bien que des événements qui, il y a un siècle, étaient quasiment impossibles, aujourd'hui deviennent des événements possibles, voire très probables. Juste un exemple, il y a 2 ans, on a eu au mois de septembre une vague de chaleur. Et bien cette vague de chaleur, aujourd'hui, elle a 150 fois plus de chances de se produire qu'il y a un siècle.
Et donc sur des extrêmes en fait qu'on voit, des extrêmes climatiques, eh bien on se rend compte que le changement climatique est déjà là. Il y a ceux d'ailleurs qui le perçoivent au quotidien. Les gens qui travaillent sur l'adaptation en parlent souvent, c'est les agriculteurs, puisqu'eux, ils voient bien que d'une saison sur l'autre, il y a des tas de changements dont certains sont peu perceptibles quand on ne travaille pas directement avec la nature. Ces changements-là, pour le monde agricole, ils sont déjà très importants en France. Alors les changements sont très importants et là il faut revenir sur d'abord une première idée reçue, c'est que la communication pendant longtemps s'est faite au fur et à mesure que les connaissances progressaient et donc on a donné comme horizon temporel 2100 et puis on a parlé de cette année 2050 qui devait être l'année de la neutralité carbone atteinte grâce aux accords de Paris. Et du coup on a eu tendance à oublier que d'une part les effets du changement climatique, c'est effectivement aujourd'hui. En France, par exemple, le climat s'est réchauffé depuis 1900 de plus de 1,7 degré. Au niveau du monde, c'est à peu près 1,2 degré. Et donc, effectivement, ces changements, les personnes, les activités qui sont au plus près des systèmes qu'on appelle naturels, même s'ils sont très largement maintenant humanisés, eh bien, le voient. Alors, ils le voient comment ? Pour l'agriculture, d'abord, c'est le changement dans les dates des saisons végétatives. Les viticulteurs disent depuis maintenant plusieurs années que les vendanges, la date des vendanges remonte dans le temps. On voit aussi des floraisons plus précoces qui sont liées à des hivers plus doux, avec là des risques, et le GIEC alerte sur ces interactions entre les différents changements qui sont en train de se produire. Vous avez des bourgeons qui arrivent beaucoup plus tôt dans l'année, et malheureusement, les gelées précoces sont toujours là, et donc quand il gèle sur ces bourgeons, vous avez des destructions majeures de la production agricole. Mais alors, est-ce qu'on peut pas dire, d'accord, on va s'adapter à ces problématiques-là et donc on va peut-être changer notre modèle agricole, cultiver d'autres choses pour essayer de faire en sorte de coller avec cette évolution du climat? Ce que nous dit le GIEC est très intéressant dans ce dernier rapport. La première chose qu'il dit, c'est que le climat a changé et que ce changement climatique affecte vraiment l'ensemble des composantes planétaires. Aussi bien le chaud, le sec, le froid, donc le climat, les sols, l'eau, tout le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, qui permet l'agriculture bien sûr, et puis derrière, la faune et la flore. Et pour la première fois, ils mettent en évidence le fait que ce changement climatique a déjà des conséquences qui sont irréversibles à l'échelle d'une vie humaine, voire au-delà. C'est-à-dire que certaines perturbations sont telles qu'on ne reviendra pas en arrière à 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, par exemple, pour nos agriculteurs ? Irréversible à l'échelle d'une vie humaine, c'est une expression assez terrifiante quand même. Voire au-delà. C'est-à-dire, par exemple, que ce qui est en train de se passer sur la remontée du niveau marin, c'est plusieurs siècles. Juste là encore, pour donner un exemple, c'est-à-dire c'est plusieurs siècles, c'est-à-dire c'est plusieurs siècles avant de pouvoir revenir à la situation antérieure. Exactement. Si on arrivait à ramener le climat au niveau de départ, c'est-à-dire, d'une part, si on atteignait la neutralité carbone, une fois qu'on a atteint la neutralité carbone, on arrête le thermomètre là où on est arrivé. Ensuite, il faut recapter le carbone présent dans l'atmosphère. Si on arrive à faire ce retour en arrière là, et bien même si on arrive là, il faudra encore plusieurs siècles pour qu'on revienne à l'état entre guillemets initial. Alors je ne dis pas que c'est un état désirable, mais je dis simplement qu'on a réussi à transformer le climat et donc derrière les composantes planétaires à une vitesse que jamais l'humanité n'a connue par le passé. Et ça, c'est très important. Parce que quand on dit l'humanité peut s'adapter, certes, mais il faut plusieurs années, plusieurs décennies. Si maintenant je reviens à mes agriculteurs, ils vont devoir effectivement faire face à des saisons végétatives plus précoces, plus longues, à plus de chaleur, à plus de chaud, parce que le changement climatique, c'est une tendance, mais il a aussi des impacts, comme on l'a dit, sur les extrêmes chauds, les vagues de chaleur, par exemple, les extrêmes secs, et on voit aujourd'hui les problèmes de sécheresse qu'on a, et puis un certain nombre d'extrêmes qu'on appelle les extrêmes humides, c'est-à-dire des précipitations qui peuvent, par exemple, être très concentrées, et donc qui vont détruire les récoltes. Le problème, c'est que derrière, mes végétaux, ils mettent du temps pour s'adapter. Parce qu'autant nous, êtres humains, on arrive à trouver des solutions plutôt rapides, on arrive à s'ajuster au coup par coup, autant le végétal, lui, il ne choisit pas. Il n'a pas cette liberté, cette capacité d'action ou d'apprentissage ou d'innovation. Et donc, le végétal, il va mettre plus de temps. Ce changement climatique, il joue aussi sur un ensemble de maladies.
Il va aussi jouer sur la qualité nutritive, par exemple, de certains aliments. Parce qu'on sait qu'une atmosphère qui est très riche en carbone, elle va avoir tendance à diminuer les propriétés nutritives, par exemple des céréales. Donc tout ça, si vous voulez, mis bout à bout, fait que même quand on a conscience de ce changement, la transformation, elle ne peut pas être immédiate. Et donc, nos agriculteurs aujourd'hui font face effectivement à des perturbations climatiques, sachant qu'eux-mêmes sont soumis à d'autres pressions qui ne sont pas des pressions climatiques. Le cours des céréales, les aléas géopolitiques, le prix de l'énergie, le prix de l'eau, le prix des semences. Et donc, la demande, évidemment, l'évolution de l'offre et de la demande. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, les capacités d'adaptation des systèmes productifs peuvent être dépassées. Et ça, c'est ce sur quoi le GIEC alerte. C'est l'idée de dire qu'il existe des seuils au-delà desquels l'adaptation n'est plus possible, ou en tout cas plus possible pour suffisamment de personnes pour que ça devienne extrêmement préoccupant. On va revenir sur ce point-là, mais je voudrais revenir sur un autre aspect que vous avez évoqué dans les conséquences du changement climatique de manière très concrète, c'est la hausse des températures. Parce que là aussi, on voit bien, alors évidemment dans le monde agricole, mais on voit bien aussi ailleurs, et notamment en ville, ce que ça peut vouloir dire d'avoir des canicules qui sont beaucoup plus présentes. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'on va avoir des canicules dans les grandes villes de manière très récurrente. Aujourd'hui, en gros, le changement climatique en France, comme partout dans le monde, va avoir des conséquences et sur les tendances longues, par exemple la remontée du niveau marin, et sur les extrêmes. Dans ces extrêmes, effectivement, tout le monde n'est pas concerné de la même manière, tous les territoires ne sont pas concernés de la même manière, et on voit en particulier, donc les outre-mer français sont très exposés, parce qu'ils se situent vraiment là où les perturbations sont majeures, le bassin méditerranéen aussi, et ensuite vous avez effectivement des territoires qui, du fait de leur construction, sont plus fragiles que d'autres. Pourquoi les villes sont fragiles? Parce que ces villes, elles ont ce qu'on appelle, elles constituent un phénomène d'îlot de chaleur urbain qui fait que la température augmente encore plus que si on était dans un espace non urbanisé. C'est parce qu'il y a beaucoup de béton, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts. Alors, c'est lié à plein de choses, à la manière dont les villes sont construites, aux matériaux utilisés, au fait que certaines surfaces sont plus réfléchissantes, au fait que dans certains cas, la chaleur est piégée. On a aussi parfois l'usage des ventilateurs. Donc on a un ensemble en fait d'interactions dans la ville qui font qu'on a ce mécanisme d'îlot de chaleur urbain qui est de mieux en mieux connu. On a, avec le Haut Conseil pour le climat, en 2021, on a travaillé avec Météo France pour essayer de voir quels étaient les impacts sur le territoire métropolitain notamment de ces modifications des paramètres climatiques. Et on a eu des résultats qui sont assez frappants. On a travaillé à horizon 2030-2040, c'est-à-dire d'ici 15 ans maximum, et sur un scénario qui n'est pas du tout un scénario cataclysmique. On part sur le scénario médian qui est une augmentation de 2,7 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Eh bien, quand on regarde ça, on se rend compte par exemple que des villes comme Paris passent de 7 jours de canicule en moyenne par an à plus de 23 jours. Quand on se déplace vers l'est de la France, Strasbourg, Lyon, Grenoble, on passe à plus de 30 jours en moyenne de canicule par mois. Ça veut dire 1 mois par an en moyenne de canicule. On a aussi regardé les feux de forêt, puisque ces épisodes de canicule conjugués à de la sécheresse font que vous avez des conditions propices aux incendies. Eh bien, ces incendies se déplacent vers le nord. Et d'ailleurs, je vous ai entendu parler de ça une fois et vous disiez aujourd'hui, on a un appareil de défense contre les feux de forêt qui est équipé pour le sud de la France, parce qu'il y a plus de feux en Provence aujourd'hui. Mais finalement, qu'est-ce que ça voudrait dire si on avait des feux qui remontent et qui sont de plus en plus présents sur l'ensemble du territoire? C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2 ou 3 les services de sécurité civile, les pompiers, pour faire face à ce type de catastrophe. Alors, on a 2 en fait problèmes. C'est que d'une part, les incendies arrivent plus tôt dans l'année, donc les forces de secours et d'incendie sont mobilisées très tôt, ce qui est quand même fatigant. Et puis en plus, effectivement, normalement, l'été, les pompiers de la moitié nord allaient aider leurs collègues au sud. Or aujourd'hui, eh bien, les incendies arrivent au nord de la Loire. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus assez de forces et de matériel pour s'occuper de l'ensemble du territoire. Autre sujet très important, les sécheresses. On a une augmentation de la sécheresse, notamment dans des territoires qui jusque-là étaient très peu touchés. Ça a une conséquence majeure pour les maisons. Parce que derrière, on a ce qu'on appelle un phénomène de retrait-gonflement des argiles qui fait que vous avez des fissures chez vous. C'est ça veut dire qu'il y a des fractures dans les... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le sol, c'est comme une éponge. Quand il pleut, ça se gonfle. Quand on est en période sèche, ça se rétracte. Et donc, ces mouvements incessants font que vous avez des fissures. C'est plus de 10 millions de logements qui sont
aujourd'hui exposés. Et derrière, je ne parle pas des infrastructures, je ne parle pas des industries, des entreprises, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui et ça va s'aggraver. On a aussi un problème de ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire que l'été, on va avoir de moins en moins d'eau dans les cours d'eau avec des périodes de basse d'eau prolongées. Ça veut dire difficulté d'approvisionnement en eau potable, ça veut dire problème de conflit autour de l'usage de l'eau, ça veut dire problème d'utilisation dans l'industrie et évidemment l'agriculture. Et donc, on voit bien derrière que le changement climatique, c'est pas juste un impact sur le climat en général. C'est pas juste des conséquences sur la faune et la flore. C'est l'ensemble de notre vie quotidienne. C'est l'ensemble des secteurs d'activité, des secteurs productifs qui sont concernés. Je vous donne 2 exemples. On se souvient, il y a 2 ou 3 ans, le bac et le brevet ont dû être déplacés parce qu'il n'était pas possible de faire composer les candidats par rapport à ces vagues de chaleur. Eh bien, demain, ça pourrait être quelque chose de relativement fréquent, avec des difficultés pour faire travailler les gens pendant ces mois de canicule, parce que vous ne pouvez pas faire travailler des ouvriers dans les rues. On a vu, par exemple, dans l'été dernier, au Canada, on a eu ce dôme de chaleur. Il était absolument impossible de travailler dans la restauration, de travailler. Or, nous avons des activités très importantes aujourd'hui l'été, par exemple, c'est le tourisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans qu'une des réponses de court terme apportées soit de dire « Ah ben on va plus climatiser les lieux, par exemple les usines, les écoles, etc. pour permettre aux gens de continuer à avoir la même activité qu'aujourd'hui et que cette hausse de la climatisation, elle augmente la consommation d'énergie et que cette hausse de la consommation d'énergie participe elle-même à aggraver les effets du réchauffement climatique ». Vous pointez là un des messages clés du GIEC dans son 2e rapport, c'est la question de la maladaptation. Et en gros, c'est l'idée qu'à un moment, le médicament a des effets secondaires tels qu'ils deviennent pires dans le temps que le traitement lui-même qu'il était supposé apporter. Je vais prendre la métaphore médicale parce que je pense qu'elle permet de comprendre la logique de prévention de ces risques associés au climat. Vous avez une maladie qui se déclenche. Généralement, c'est un phénomène, c'est un moment, un épisode de crise. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à l'hôpital et puis on va vous soigner avec un médicament. On va essayer de vous soigner pour vous sauver la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ajustement réactif. L'ajustement réactif, c'est par exemple l'infarctus. Voilà, vous arrivez, on va vous sauver, donc on va appliquer des traitements techniques. Bon, ok. Déjà, tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Si vous habitez loin de l'hôpital, si vous n'avez pas accès tout de suite au téléphone pour appeler, si vous êtes dans un pays plus ou moins riche, si vous êtes dans un désert médical, on voit bien que on n'est pas déjà tous égaux par rapport à ces ajustements. Mais grosso modo, imaginons qu'on en dispose, imaginons qu'on puisse accéder à ces soins, on va donc vous soigner par un ajustement réactif. Puis on va commencer à se poser la question des causes qui font que vous êtes malade. Et là, le médecin va vous proposer 2 solutions. La première, c'est de traiter les symptômes. Et donc, on va vous donner des médicaments pour éviter que ça ne se reproduise plus. Ces médicaments, ils peuvent avoir des effets secondaires. Et donc, à un moment, on va évaluer le coût et les bénéfices. Et on va se demander quelle est la faisabilité et quelle est l'efficacité. Ces termes-là, ce sont les termes qui sont utilisés dans le rapport du GIEC. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont efficaces, mais qui ne sont pas faisables. Vous avez 90 ans, on ne va pas vous opérer avec un pacemaker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'un point de vue climatique, une solution qui serait très efficace, mais qu'on estime qu'on ne peut pas mettre en œuvre ? Imaginez que demain, je décide, par exemple, qu'une solution très efficace pour lutter contre le changement climatique, c'est d'arrêter du jour au lendemain toutes les émissions de gaz à effet de serre. Ça serait très efficace. Mais on se rend bien compte que les effets seraient tels qu'on ne va pas le faire. C'est-à-dire, on arrête tout de suite le pétrole, le gaz, le charbon, on arrête toutes les centrales à charbon du monde, on arrête de rouler avec des voitures, etc. Exactement. Du jour au lendemain, on ne peut pas basculer comme ça. Donc, d'emblée, on voit bien aussi avec cet exemple que certaines solutions qui sont, par exemple, efficaces, mettre un mur mettre une grande digue pour se protéger des inondations, au bout d'un moment, c'est pas faisable, simplement parce que soit ça va coûter trop cher, soit parce que ça a des conséquences énormes en termes financiers. C'est un peu la question du quoi qu'il en coûte. On se souvient pas dans le Covid, effectivement, confiner, c'est très efficace. On voit bien qu'au bout d'un moment, c'est plus supportable et qu'on peut pas passer des années confinés pour éviter la maladie. Mais si on suit cette métaphore médicale, qui est, je trouve, assez intéressante et assez juste, il y a quand même une petite différence, c'est que la cause de la maladie, d'une certaine manière, si on compare le changement climatique à la maladie chronique, c'est aussi nos comportements collectifs et individuels. Et donc là, le médecin pourrait nous dire, en gros, il faut changer vos habitudes. Alors justement, après la crise, il y a ce qu'on appelle un apprentissage.
On va se transformer. Par exemple, je sais que je suis cardiaque, et bien je sais que si j'ai une alerte cardiaque, je sais ce qu'il faut faire, et donc je vais appeler plus vite les urgences, je sais que si j'ai mal dans le bras, etc., je commence à changer mon comportement, mais je ne guéris pas. Bon. Dans ce cas-là, on a 2 options. Soit on traite le symptôme. Parfois, on ne peut pas traiter la cause, on traite le symptôme. Ça, c'est déjà mieux. On va essayer de vivre sans et donc on va traiter le symptôme. Et ça va être des solutions qu'on appelle d'adaptation incrémentale. Prenons nos agriculteurs. Chaque été, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On va stocker l'eau. Donc on va stocker l'eau dans des réservoirs, on va essayer peu à peu de changer les semences, on va changer les pratiques, comme pour quelqu'un qui, par exemple, a un infarctus, on va lui dire tu vas arrêter de fumer. Donc pour arrêter de fumer, on va lui proposer des techniques, ça va être la cigarette électronique, le patch, etc. On va aussi lui proposer des techniques comportementales, il va faire de la méditation, de l'hypnose, que sais-je, et puis on va changer son alimentation, puis peu à peu on voit que petit à petit, on va transformer plus globalement, avec d'ailleurs plusieurs disciplines médicales qui vont être ensemble. On va faire venir le nutritionniste, l'addictologue, etc., en plus du cardiologue, pour pouvoir transformer les choses. Le problème, c'est que quand on fait ça, on ne traite pas la cause. Si, par exemple, votre problème cardiaque, il est lié à un problème génétique, là, on est vraiment dans des causes profondes qui font que ça va être beaucoup plus difficile. Si on veut vraiment résoudre le problème, il faut s'attaquer aux causes profondes. Je reviens un instant sur la maladaptation. Prenez notre agriculteur. Il a stocké de l'eau dans ses réservoirs. Sauf que s'il s'en tient là, il peut se dire « Ah ok, j'ai plus d'efforts à faire ». Et donc, il stocke l'eau, il change plus, il arrête les transformations. Sauf que le changement climatique, lui, il continue. Sauf que les problèmes sur l'eau continuent. Et donc, à un moment donné, la solution qui va permettre l'adaptation à un temps T, elle devient une maladaptation parce qu'elle va empêcher la transformation, elle va peut-être utiliser beaucoup de gaz à effet de serre, c'est ce que vous disiez sur le climatiseur. Le climatiseur, il consomme beaucoup d'énergie, donc c'est pas très bien. Il va peut-être avoir un impact sur la biodiversité, il va peut-être avoir un impact sur l'écoulement de l'eau, et donc la solution qu'on pensait bonne, à long terme, elle va être négative. Ça arrive beaucoup avec des médicaments. On voit bien que certains traitements qu'on vous a administrés à un moment donné et qui ont pu vous sauver la vie à un temps T, 10, 15 ans plus tard, peuvent avoir des effets secondaires qui ont été négatifs. Je reprends mon exemple du médecin pour conclure. Les causes profondes. Eh bien, ces causes profondes, on voit bien que dans certains cas, d'abord, on ne sait pas les traiter. Des causes génétiques, on commence à peine à vraiment y voir plus clair sur les thérapies géniques. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les gens qui avaient des maladies génétiques ont traité au mieux les symptômes, ont prolongé la vie de ces personnes, on essayait de les faire vivre du mieux possible, mais on n'arrivait pas à traiter ces causes structurelles. On sait que dans certains cas, certains dommages du changement climatique, je l'ai dit, sont déjà irréversibles, où on est vraiment à la limite de l'irréversibilité, et donc ça veut dire que dans certains cas, on va simplement pouvoir vivre avec ce changement climatique, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, sans revenir à un temps où le changement n'était pas là. Et puis, il y a derrière tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour effectivement transformer le système de façon à ce que le malade vive longtemps, vive bien, vive mieux si possible, ou en tout cas ne voit pas ses conditions de vie dégradées. Et ça, ce sont effectivement des traitements qui ne peuvent pas uniquement passer par le médicament, qui vont aussi passer par un changement de comportement, je l'ai dit, mieux manger, faire du sport, arrêter de fumer, etc., qui vont peut-être aussi passer par des changements radicaux de mode de vie. Je vais devoir déménager parce que tel climat me convient pas ou tel environnement me convient pas, parce que j'ai besoin d'une maison avec un rez-de-chaussée, parce que j'ai besoin de réaménager mes maisons. Peut-être que je vais devoir aussi changer de travail parce que le poste de travail que j'ai ne me convient pas, etc. Ce qui se passe pour les individus, c'est exactement la même chose dans la société. Ça veut dire derrière que les transformations dont on parle d'adaptation, d'abord, elles ne vont pas se faire du jour au lendemain. Parce que justement, la technique va pouvoir accompagner votre agriculteur. Sa réserve d'eau, elle est très positive si elle permet de passer un cap. On voit bien que la climatisation, on en a besoin dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Parce que à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin dans cette conversation et qu'on s'intéresse à l'articulation entre ces deux aspects. Le premier, c'est comment on fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, et le deuxième, c'est ce dont on vient de parler ensemble, l'adaptation. Comment on fait fonctionner les deux ensemble.
Si on rentre un peu dans la manière dont ça peut se passer, si on prend par exemple une vallée en France qui vit aujourd'hui de l'industrie du ski et du tourisme, comment on fait? C'est-à-dire, il faut se dire, à partir de demain, il ne peut plus y avoir de ski, il ne peut plus y avoir des cars qui amènent des touristes, on ne peut plus vivre de cette économie-là, et donc il faut passer à autre chose. Comment on s'organise pour essayer de faire face à ça? Quand on parle de politique climatique, on a effectivement 2 choses à tenir ensemble. L'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que ça va nous permettre de contenir le changement climatique. Et puis de l'autre côté, ce changement climatique étant déjà là, il faut effectivement déjà s'adapter, c'est-à-dire se transformer, se préparer pour être capable de répondre au mieux aux conséquences de ce changement et de limiter les pertes et les dommages. L'exemple de la station de ski, il est excellent parce que d'abord, effectivement, le changement climatique pour les stations de ski, c'est effectivement maintenant. L'enneigement a été réduit de près d'1 mois depuis d'un siècle et d'ici les 20 prochaines années, l'enneigement, notamment dans les Alpes, qui sont plus touchées que d'autres territoires, va encore diminuer. Ça veut dire que des stations qui vivaient sur le ski ne vont pas forcément pouvoir continuer leur activité, en tout cas pas comme avant. Or, toutes ces stations de ski, elles ont été construites en grande partie dans les années 60-70 sur un modèle effectivement très carboné. On a construit des autoroutes, on a construit ces grandes barres qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. Et donc, on a effectivement en plus quelque chose qui est très concentré dans l'année. Donc, avec un modèle qui a souvent en plus déstabilisé l'économie locale parce qu'on avait des vallées qui étaient soit des vallées agricoles, soit des vallées industrielles. L'usine à ski, ce qu'on a appelé l'usine à ski, l'or blanc, ont complètement transformé ces milieux. Il a fallu une politique volontariste de l'État, des accompagnements sociaux, les congés payés, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, un changement aussi de regard sur la montagne. En gros, pour arriver à cet état-là, il a fallu 30 à 40 ans. Et aujourd'hui... Donc ça veut dire que si on voulait il y a plus de neige. Si on voulait faire le chemin dans l'autre sens, si on voulait dire, en fait, il ne faut plus que ça repose sur cette industrie-là, etc., avec les émissions qui sont associées et les risques socio-économiques pour les gens qui travaillent dans ces vallées-là, c'est-à-dire qu'il faut refaire le même chemin à l'envers. Alors, il faut refaire le même chemin à l'envers, ou plus exactement, il faut se dire que les premières victimes, effectivement, de ce changement climatique, une fois qu'on a quitté l'échelle planétaire, on est tous amis de l'humanité, mais on comprend bien qu'à un moment, on s'intéresse d'abord à soi-même, et après tout, pourquoi pas, et c'est normal aussi. Ce sont effectivement des gens qui travaillent aujourd'hui et qui vivent aujourd'hui du tourisme en montagne, dont l'activité est menacée. La première réaction, c'est de se dire, on va trouver une solution technique, ça s'appelle le canon à neige. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire on voit que c'est des stations qui vivent avec de la neige artificielle. Alors, la première difficulté, c'est que le canon à neige, il fonctionne généralement que sur déjà des stations qui marchent très bien, parce que ça coûte très cher, on n'en met pas partout. Donc on va avoir une espèce de sélection darwinienne, où il y a tout un pan de l'économie qui va s'effondrer, et seuls les mieux dotés, les plus attractifs, vont pouvoir continuer à utiliser ces canons à neige. Sauf que ces canons à neige, ils retardent la réelle adaptation. Ils retardent la transformation. Or, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire parce qu'ils font vivre les gens, y compris les gens qui pratiquent le ski, qu'ils font croire aux gens, ils les font vivre avec l'idée que, en fait, il y a de la neige et donc on peut continuer Ils maintiennent artificiellement une activité qui, si elle ne se transforme pas, va disparaître. Pourquoi? Parce que derrière le canon à neige et derrière la station de ski, il y a tout le modèle économique et surtout derrière tout ce qui permet à cette station de ski de fonctionner. Si les carburants, par exemple, augmentent, et on voit bien qu'avec la fin des fossiles, le renchérissement de ces fossiles, que ce soit pour des questions géopolitiques, des questions financières, des tas de dimensions, si les stations de ski, par exemple, dépendent des autoroutes et de la voiture, ça veut dire qu'à un moment, les gens ne viendront plus. Si demain, le pouvoir d'achat des Français baisse, et il va baisser avec le changement climatique, parce qu'il va y avoir un ensemble de coûts sur le logement, sur l'énergie, sur l'eau, etc., de destruction d'emplois aussi, vous avez en fait un cercle vicieux qui se met en branle et qui de toute façon fait que ce modèle n'est pas durable sur du moyen et du long terme. Accessoirement, ces stations de ski, elles fonctionnent aussi sur un marché qui est un marché international. On a bien vu avec la crise Covid comment à un moment ce tourisme très international avait dû se relocaliser. Donc l'idée, c'est laquelle? C'est de se dire qu'on a d'abord effectivement un temps de réaction d'urgence. Ce temps de réaction d'urgence, il peut être accompagné par la technique. Il doit être aussi accompagné par des aides. Il doit être aussi accompagné par des investissements. Mais derrière, il faut accompagner la transformation. Et cette transformation, elle est possible. Enfin, la transformation, du coup, elle peut aller jusqu'à dire
bien sur ce territoire, il faut avoir une activité qui est complètement autre, par exemple? Alors, c'est un vrai sujet. Et Parce que c'est quand même pas facile. C'est-à-dire aujourd'hui, si on dit à des gens qui vivent d'une activité dans une vallée montagnarde, qui depuis 20 ans, 30 ans, ont grandi là-dedans, je sais pas, moi je fais pas de ski, mais il y a des gens pour qui c'est très important dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un coût qui est pas juste un coût économique. Vous touchez du doigt le problème du changement climatique. Quand on parle de politique climatique, en réalité, on ne parle pas de climat. On parle d'emploi, on parle de formation, on parle de protection sociale, on parle d'éducation, on parle de santé, on parle de transformation matérielle, d'habitat, de logement, de qualité de vie, de bien-être. Il y a un exemple que me donnait un de mes collègues, Clément Guillou, qui suit le secteur du tourisme, justement, c'est celui des campings en bord de mer. L'industrie du camping dit, voilà, il y a 2000 campings qui, dans les 10 ans, ne peuvent plus être là où ils sont aujourd'hui, et donc il faut les déplacer. Donc ils disent au pouvoir public, aidez-nous. Et là, c'est vrai que, on a l'impression que c'est plus que de l'adaptation, c'est-à-dire que là, c'est un peu potentiellement la mort de ce qui est la moitié quasiment des campings en France. En tout cas, c'est la moitié des estivants qui vont dans les campings, qui vont dans des campings de bord de mer. Et donc, à la fois, on peut trouver ça anecdotique, les histoires de camping, mais en réalité, ça l'est pas, puisque c'est aussi les loisirs de tout un tas de gens, c'est aussi une industrie, c'est une économie, et qui, y compris, est très importante pour un certain nombre de territoires. Ça, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas être capable de se dire, tant pis, on n'a pas d'endroit où les mettre, et donc, il faut changer nos pratiques en termes de loisirs, de déplacements, etc. Ce que vous dites est important parce que ça sous-entend deux choses. La première, c'est qu'on a un choix à faire, et que ce choix n'est pas donné d'avance, et qu'il va falloir effectivement décider de oui ou non et à quel prix on maintient, on déplace, on accompagne. Deuxièmement, le sujet, c'est justement le temps, et vous l'avez très bien dit. Et je reprends une dernière fois ma métaphore médicale, quand vous avez fumé toute votre vie, soit à un moment vous dites « il faut que j'arrête de fumer ». Alors, ça peut arriver à l'occasion d'une grossesse, par exemple. Et là, on a un peu de temps, on veut faire un bébé, on arrête de fumer plus ou moins. Ça peut arriver parce que vous avez changé d'avis et que vous dites que non, maintenant ça suffit parce que vous avez conscience des risques. Ou ça peut arriver brutalement le jour où vous êtes à l'hôpital, au service d'urgence, qu'on vous a sauvé la vie et qu'on vous dit maintenant, vous arrêtez de fumer ou voilà. On comprend bien que plus on anticipe, mieux ça va se passer. Parce que moins ça sera douloureux. C'est exactement le sujet qu'on a aujourd'hui. À 5 ou 6 ans, on n'a pas trop le choix. Il va falloir simplement agir pour prévenir un maximum les crises et donc se renforcer. Ça veut dire que d'emblée... Justement là-dessus, vous qui êtes géographe, si on regarde la carte de France, qu'est-ce qui vous semble être les endroits, les territoires qui sont le plus rapidement exposés et sur lesquels une action la plus rapide est nécessaire, ceux qui doivent aller aux urgences, si on suit votre métaphore médicale? Alors, ils le sont tous, mais pour des maladies différentes. On a d'abord effectivement des territoires dont on sait qu'ils sont menacés par la remontée du niveau marin. Donc ça, c'est le littoral. Les littoraux. Et là, il va vraiment falloir se poser la question, d'ici à 20 ans, de maintenir, déplacer, relocaliser. Donc ça veut dire des villages, des maisons ou des villes entières qui ne peuvent plus être là où elles sont aujourd'hui. Alors, ou des activités économiques comme, par exemple, des raffineries qui sont aujourd'hui en bord de mer. Les ports, l'aquaculture, la saliculture, les activités touristiques, les stations balnéaires, évidemment les logements, mais ça peut être aussi toutes les infrastructures. Il y a des routes, il y a des trains, il y a des aéroports. Donc on a un ensemble d'infrastructures même qu'il va falloir déplacer. La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Dans certains cas, on va se dire, on choisit de protéger. Donc on va monter les digues, on va développer les systèmes d'alerte, etc. Ça va coûter très cher, on ne pourra pas le faire sur tout le littoral. Dans d'autres cas, on peut se dire, peut-être que sur ce territoire-là, on peut avoir une occupation provisoire, temporaire, pas à l'année. Et puis peut-être qu'on peut changer d'activité. C'est-à-dire là où on faisait, je ne sais pas, de l'industrie, on peut mettre de l'agriculture. Là où on avait des espaces productifs, on va mettre des espaces de loisirs. Peut-être qu'on peut utiliser certains espaces pour produire de l'énergie. Peut-être qu'on peut utiliser certains espaces pour conserver la biodiversité, utiliser les services écosystémiques. Donc en tout cas, c'est une réflexion de planification et d'aménagement. On a bien sûr tous les espaces agricoles. Pas en tant que tels, mais parce que derrière, ce sont des espaces productifs et nourriciers qui vont en plus devenir stratégiques si on veut absolument réduire nos émissions importées et donc relocaliser notre agriculture, sachant que l'agriculture, c'est un des secteurs majeurs, un des premiers secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, et que c'est là où on a une marge de production énorme. Il y a 2 problèmes qui restent, ce sont les villes. Parce que là, les villes posent des questions vraiment particulières qui sont liées à la densité, à la question de l'artificialisation des sols, de l'étalement urbain,
avec des poches de pauvreté, avec des poches d'habitat insalubre. Donc derrière, il y a toute la question du logement, du relogement, etc. Et ça, c'est un chantier énorme. Il faut rappeler que les bâtiments, c'est aussi un très gros secteur d'émissions. Et puis, on a des questions ponctuelles sur un certain nombre de territoires qui, pour des tas de raisons, vont se trouver particulièrement exposés, soit directement, soit par des effets cascades. Un exemple très concret auquel on ne pense pas, vous avez parlé tout à l'heure des raffineries. Tous les territoires dont l'activité aujourd'hui dépend des activités liées de près ou de loin aux énergies fossiles. Mais ce que je trouve très flagrant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien que personne ne peut décider seul de comment on transforme un territoire, des impacts socio-économiques, environnementaux, culturels même qu'il peut y avoir sur un territoire où on dirait, vous parliez par exemple des territoires qui sont liés aux industries de l'énergie fossile. Bon, si c'est un territoire comme par exemple en Normandie où il y a des raffineries, de l'industrie chimique, etc., qui dépendent beaucoup du pétrole et du gaz, là aussi, d'une certaine manière, c'est double effet qui se coule, puisqu'il faut à la fois, on est en bord de mer, donc le littoral, c'est un problème, et donc ces industries, elles deviennent dangereuses si elles sont à cet endroit-là. Mais en plus de ça, il faut qu'on s'en débarrasse pour pouvoir atteindre cette fameuse neutralité carbone que vous évoquiez. Et donc là, on se dit, finalement, quel élu local, quel pouvoir politique va avoir le courage de se dire, alors attention, alors il faut déplacer la moitié de la population et des industries, et puis tout ce qui nous rapporte du revenu, il faut que ça s'arrête. Je le dis de manière volontairement caricaturale, mais on voit bien que là, il y a quand même un point qui est extrêmement dur. Je pense que pour résoudre un problème, il faut bien le poser, comme disait Fantomette. Mais c'est exactement ça. On part de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Je trouve que cette devise, en fait, elle est très importante pour poser les questions climatiques. La liberté, c'est l'idée de se dire que plus le changement climatique est important, plus les options qui nous restent pour nous adapter, plus nos capacités d'adaptation, plus la faisabilité de ces solutions d'adaptation sera limitée. Autrement dit, plus on tarde, moins on agit sur l'atténuation, moins on investit dans l'adaptation, moins on sera libre de choisir. Plus ces choix seront contraints. C'est-à-dire ça réduit notre liberté. Ça réduit notre liberté. L'égalité, elle est double. Elle est double parce que d'abord, les inégalités aujourd'hui, ce sont les fameuses causes structurelles dont on parlait au début. La plupart des problèmes de faisabilité et d'efficacité, ils sont liés aux inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, territoriales. Et plus largement, les vulnérabilités sont très fortement corrélées aux inégalités. Ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme pauvre de couleur dans un territoire marginalisé, vous allez forcément disparaître. Mais vous avez plus de chances que ça veut dire. Voilà, ça va être plus difficile pour vous et vous avez généralement des capacités d'adaptation qui sont plus réduites parce que vous avez moins d'accès aux ressources qui permettent tout simplement d'être aujourd'hui ce qu'on appelle résilient. Oui, ça c'est très important, notamment dans ce dernier rapport du GIEC, qui a l'idée que plus on est vulnérable, plus on risque d'être doublement victime des effets du changement climatique. Et le problème, c'est que c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que les effets du changement climatique, statistiquement, vous affecteront plus à partir du moment où vous êtes victime d'inégalités. Et plus vous cumulez les inégalités, ce qu'on appelle les inégalités intersectionnelles, ça veut simplement dire que les inégalités, elles ne font pas que s'ajouter, elles interagissent entre elles et elles s'amplifient de façon démesurée. Vous êtes victime, vous avez plus de chances d'être victime. Mais en plus, c'est toujours la même chose, c'est que les politiques climatiques vont aussi avoir des impacts possiblement régressifs sur vous. Si par exemple demain, je mets une taxe carbone pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour faire un effet incitatif et contraignant sur un certain nombre d'entreprises, d'industries, etc. En bout de chaîne, qui c'est qui va payer plus cher son essence ? Eh bien, c'est la personne qui ne peut pas changer de voiture tout de suite. C'est la personne qui est obligée d'utiliser sa vieille guimbarde qui est polluante. Donc on voit bien derrière que c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que le changement climatique dégrade l'ensemble des indicateurs de bien-être des individus, des ménages et derrière des territoires, creuse les inégalités en réalité, mais que les politiques climatiques ont aussi cet effet si elles ne sont pas accompagnées. Donc là, on a moins de liberté, moins d'égalité, il reste quand même la fraternité ou pas dans tout ça ? Et la fraternité, c'est la solidarité. La solidarité, elle peut être négative. Depuis le début, autour d'un mot qui est l'idée de systémique. C'est vraiment cette idée d'effet domino, c'est-à-dire que tout est lié, tout se tient. Si je tape sur un des points, sur un des dominos,
tous à un moment finissent par agir. Donc nous sommes tous solidaires de façon négative, au sens où quand... C'est-à-dire malgré nous. Malgré nous. C'est-à-dire que quand, par exemple, le climat va détruire un écosystème peut-être situé à 10 000 km de chez moi, dont j'ai jamais entendu parler, eh bien, par effet en chaîne, vous savez, c'est l'effet papillon. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe, ça donne une image. Par cet effet domino, je peux en subir les conséquences. Mais la solidarité, elle peut être aussi positive. Et donc, derrière, ce qui va se passer, c'est quel est le choix aujourd'hui du juste partage de l'effort. Et le GIEC pose 3 limites à l'adaptation. La première limite, elle est climatique. Je vous l'ai dit, au-delà d'un certain niveau de réchauffement, les dommages sont tellement importants aux écosystèmes que derrière, en fait, par effet en chaîne, eh bien, vous avez une contagion qui fait que même les plus riches s'en sortent pas. La deuxième limite, elle est sociale. La deuxième limite, ce sont les inégalités. Ce sont les inégalités qui font qu'à un moment donné, effectivement, on a ce qu'on appelle un social tipping point. On a à un moment une limite dure, un plafond, qui fait que les inégalités nous empêcheront de nous adapter et nous empêcheront de nous en sortir. Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça, par exemple ? Concrètement, ça veut dire que si, par exemple, demain, on a des effets de politique climatique qui sont tellement durs, tellement difficiles à supporter, que les gens n'y arrivent plus, ça deviendra inacceptable. Et donc, à un moment, les mesures ne seront pas possibles. Donc ça, c'est l'idée qu'il faut que les mesures, que les choix politiques qui soient faits emmènent suffisamment les gens, y compris les plus vulnérables, pour rendre ces politiques acceptables. Parce que sinon, ils les rejetteront ou ils vont élire des gens qui reviendront en arrière sur ces politiques. La question qu'on a, c'est comment est-ce qu'on compense, comment est-ce qu'on partage les ressources et comment est-ce qu'on partage l'effort. Quelle est la justice dans cette affaire ? Elle n'est pas donnée d'avance. Certains vous diront, par exemple, qu'il faut que ça soit, entre guillemets, le pollueur-payeur. Sauf qu'on voit bien que dans certains cas, le pollueur n'a pas choisi de polluer. Parce que c'est un héritage qui fait que il habite loin, il est mal connecté, etc. Ces sujets-là sont politiques. Et donc, ils interrogent la question de la solidarité, des mécanismes de solidarité. En France, il faut quand même rappeler que, par exemple, sur la question de la prévention des risques, nous avons un système qui est unique au monde, le fameux système CatNat. On en entend parler à chaque catastrophe. Il n'est pas si fameux. Il n'est pas si fameux, pourtant, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on dit « Ah, l'arrêté de catastrophe naturelle. Le préfet prend un arrêté de catastrophe naturelle. » Qu'est-ce que ça veut dire, l'arrêté de catastrophe naturelle ? Ça veut dire que dans les années 80, les inondations, par exemple, étaient des risques qui n'étaient pas assurables, parce qu'on n'avait pas suffisamment de données pour fixer des primes d'assurance. Et donc, l'État a décidé de mutualiser le risque. Aujourd'hui, tous les Français, quand ils s'assurent sur un bien, ils payent une partie de leur prime d'assurance est reversée à un fonds de solidarité nationale. Et quand il y a un événement type inondation, sécheresse avec retrait-gonflement des argiles, ces événements catastrophiques, eh bien, cet argent est mobilisé pour rembourser les assureurs, pour faire en sorte que personne ne puisse être exclu de ce système d'assurance. Ça, on peut comprendre que ce type de processus puisse fonctionner. Là où c'est plus difficile, c'est ensuite, même si on a de l'argent, les choix, ils sont quand même extrêmement difficiles à faire. Puisque s'il faut déplacer une commune, par exemple, comme on en a parlé, il faut que les habitants soient d'accord, il faut qu'on ait un endroit où les mettre, il faut qu'ils aient des emplois là où ils vont, il faut qu'on puisse remplacer tout un tas de choses qui vont avec. Et là, on voit bien que, et c'est intéressant, je trouve vraiment, parce que vous insistez sur le fait que cette question-là de l'adaptation au changement climatique, c'est pas simplement une question environnementale ou d'écologie, c'est une question profondément politique. Là, on voit bien qu'il y a quand même un point, en tout cas, moi, je trouve qu'il s'agit d'un point particulièrement difficile parce que faire accepter à un certain nombre de gens qui sont directement concernés, qui vont devoir changer, c'est quand même vraiment difficile. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, d'abord, c'est pas que les gens, c'est l'ensemble des parties prenantes. Ça marche aussi pour les entrepreneurs, pour les investisseurs. Bien sûr. C'est pas juste des individus. Le deuxième point que vous donnez, il est aussi important parce que c'est la question du temps à nouveau. C'est-à-dire qu'on a deux options. Soit, au bout d'un moment, l'eau sera là et chacun se débrouille. Et c'est un modèle. On a des gens qui disent, écoutez, vous choisissez de prendre un risque, vous le prenez. Soit, effectivement, on accompagne cette transition en se disant, qu'est-ce qu'on met derrière ? Et comment est-ce qu'on accompagne la relocalisation ? C'est pas simplement financier, vous l'avez dit. C'est d'offrir effectivement des conditions qui restent des conditions non seulement dignes et décentes, parce que quand on est exproprié de chez soi au prix du domaine,
généralement, on se retrouve on perd tout, quoi. Et donc, on se retrouve complètement déraciné. C'est pas ça qu'on demande. C'est aussi de se dire, à un moment, la technique va nous aider à faire en sorte que, pendant un temps, on puisse s'habituer à bouger. Parce que là aussi, 10 ans, 15 ans, un territoire en 15 ans, mais il change énormément. Ça, c'est ce que vous voyez, vous aussi, que c'est sûr. le temps d'adaptation d'un territoire, c'est quoi? C'est 10-15 ans? Alors, un projet d'aménagement, c'est entre 10 et 15 ans, 20 ans. N'importe quel auditeur, fermez les yeux, imaginez un lieu que vous connaissez depuis 20 ans. C'est plus le même. Rien que votre immeuble, si vous y habitez depuis 20 ans, c'est pas les mêmes personnes qui habitent. Généralement, le quartier, il a changé. Les petits commerces sont plus les mêmes. On voit bien que c'est plus les mêmes voitures. On peut prendre les photos de notre ville ou de notre village tous les 10 ans. Oui, mais justement, ce point-là, il est très important parce que c'est un des points sur lesquels, en tout cas, moi, je me dis qu'il y a une différence dans la temporalité entre les besoins qu'on a, c'est-à-dire la capacité à planifier sur 5, 10, 15, 20 ans ce qui va se passer dans un certain nombre de territoires, c'est-à-dire comment on répond maintenant, comment on répond plus tard et que ces réponses soient adaptées les unes par rapport aux autres, et en même temps, les calendriers électoraux, les engagements des uns et des autres, qui font que tout ça n'est pas exactement le même rythme. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faudrait quand même être capable d'élaborer une politique qui soit capable d'avoir une visée à 2030, à 2050 et de s'y tenir. Mais ça, à quel point c'est compatible, justement, on parlait de choix, avec la démocratie représentative et le fait d'élire un président, des présidents de région, des députés tous les 5 ou 6 ans. Alors, je pense qu'il y a une différence entre une vision et un projet collectif, national, et ensuite des politiques qui finalement déclinent des trajectoires. Et ensuite, il y a le fait de marcher sur le chemin qu'on s'est tracé et parfois de prendre des chemins de traverse, soit parce qu'il y a un accident sur l'autoroute, soit parce que simplement on a envie d'aller se balader ailleurs. La question qui se pose aujourd'hui, elle est politique au sens noble du terme. Qu'est-ce qui, en 2030, 2040, fera qu'on fait société ? Qu'on fait encore nation, patrie, selon les bords de l'échiquier politique. Il y a quand même un sujet qui est majeur, et on en revient à ce que je disais. Certains voudront plus de liberté, d'autres voudront plus d'égalité. La façon dont on envisage la solidarité sera pas forcément la même. Mais à un moment donné, c'est ça la démocratie. C'est d'arriver avec ces visions différentes, antagonistes, en les posant sur la table, en les explicitant, et en disant « voilà où on veut aller, voilà quels sont nos objectifs ». Et que chacun sache, quand il vote, pour qui il vote. Ce n'est pas un scientifique de dire où on doit aller. Ce que peut dire le scientifique, c'est que l'état des connaissances, à un moment, il est que on sait, de façon quasiment certaine, qu'il va se produire ceci, ceci et ceci, et que si on fait rien, on arrive là, si on fait un peu, on arrive là, et si on fait beaucoup, on arrive là. Ensuite, la question de dire qu'est-ce que je veux et dans quel monde je veux vivre, c'est pas aux scientifiques d'y répondre, c'est aux citoyens. Si demain un président arrivait et disait, ou une présidente d'ailleurs, arrivait et disait, moi franchement, voilà, c'est quel choix on va faire. Et donc derrière, on a besoin de savoir exactement où on s'engage, où on veut aller, et ensuite, chaque programme politique va proposer par rapport à des objectifs, est-ce que j'accepte la neutralité carbone ou pas ? Est-ce que j'accepte tel niveau de dommage ou pas ? Est-ce que j'accepte de maintenir un système de protection sociale ? On ne voit pas ces questions-là émerger de manière transversale encore, c'est-à-dire qu'on a encore des silos, on parle d'écologie, puis on parle d'économie, puis on parle de social ou d'éducation, et c'est y compris un problème qui s'applique à nous, les médias, c'est-à-dire dans la difficulté à formuler ça. Merci beaucoup en tout cas Magali Regueza d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Juste, j'aimerais terminer quand même parce que ce que vous dites est assez dur sur le bilan, sur une note peut-être un peu plus positive. Est-ce que vous qui travaillez sur ces questions-là depuis des années, est-ce que là où on en est aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous donne une note d'espoir, qui vous dit oui, c'est quand même possible de suivre cette trajectoire malgré toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer? Oui, parce que pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, on a le choix. Pour la première fois, on a vraiment le choix de notre avenir. Et pour avoir fait un peu d'histoire, on s'est trouvé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec un pays en ruine, avec des générations décimées, on a réussi à construire un pays dans lequel il fait bon vivre. On est aujourd'hui face à cette révolution-là. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, elle était subie, et on a réussi à se mettre ensemble et à faire travailler tout le monde. Et il en est sorti des grandes lois, de la sécurité sociale, de l'aménagement du territoire, des belles choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à cette révolution qui, de toute façon, arrivera. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on l'a subie ou est-ce qu'on l'a choisie ?
Alors pour être tout à fait honnête avec vous, l'entretien que vous venez d'écouter avec Magali Regueza, c'est le premier qu'on a enregistré pour Chaleur Humaine. Et au moment où on l'a enregistré, on n'avait pas encore eu l'idée de soumettre à la question personnelle tous nos invités, comme on l'a fait la semaine dernière avec Benoît Leguet. Magali Regueza-Zit a été sympa, elle a accepté de répondre par téléphone à un certain nombre de questions sur comment elle fait face à l'urgence climatique. C'est pour ça que le son que vous entendez est légèrement différent de celui de la conversation. Alors Magali Regueza-Zit, est-ce que vous prenez encore l'avion ? Oui, je prends encore l'avion quand je n'ai pas le choix. Je le prends très rarement, mais la question qui est posée, en fait, elle démontre que l'accès à des mobilités décarbonées n'est pas du tout égal sur l'ensemble du territoire national et que donc, tant qu'on n'aura pas d'alternative, un certain nombre de mobilités resteront contraintes. Est-ce que vous mangez encore de la viande ? Oui, très rarement, mais de qualité et en circuit court. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, en fait, on n'y arrivera jamais ? C'est à peu près tous les matins, parce qu'effectivement, les tendances ne sont pas bonnes. Mais très vite, en fait, je repars sur quelque chose de plus positif, parce que quand je vois la mobilisation, quand je vois l'évolution, je sais qu'on peut y arriver. Là où je suis pessimiste, c'est que mon travail sur les risques m'a démontré que généralement, l'action efficace n'arrive qu'après des catastrophes. Malheureusement, on n'a jamais été capable de construire des politiques publiques efficaces en amont. Et donc, c'est souvent la catastrophe qui est un déterminant et un accélérateur. Et de fait, on entre en plein dedans. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la succession des crises climatiques fait que la conscience et la volonté d'action montent partout. Peut-être pas assez vite, mais elles commencent quand même à être là. Qu'est-ce qui vous semble le plus choquant d'un point de vue climatique ? Pour moi, en fait, c'est vraiment la stigmatisation et le fait de mettre dans un même panier l'ensemble des individus, des entreprises, des territoires, en occultant les causes structurelles des émissions, qui sont les politiques étatiques, qui sont les stratégies des entreprises, qui sont des structures sociales fortement enracinées. En particulier, lorsqu'on a eu la guerre en Ukraine et les appels à la, entre guillemets, sobriété énergétique, j'ai été très choquée qu'on demande de baisser le chauffage alors qu'on connaît les situations de précarité de multiples ménages qui l'hiver ont froid et ne se chauffent pas. On voit bien aujourd'hui qu'on a des inégalités majeures en termes d'émissions et donc la politique climatique ne peut pas être un nouveau prétexte pour faire reposer sur les plus démunis, sur les plus défavorisés, sur les exclus, qui sont déjà les premières victimes du changement climatique, les efforts à accomplir. Est-ce que vous seriez prête, comme l'ont fait parfois d'autres scientifiques, à vous enchaîner à une centrale à charbon ou une raffinerie pour empêcher la construction ou le développement d'un site polluant ? Alors ça dépend pourquoi, mais il me semble d'abord que ce type d'action révèle une crise profonde de nos démocraties qui fait que des citoyens se sentent tellement impuissants à se faire entendre que finalement il n'est plus d'autre choix que ce type d'action. Après, d'un strict point de vue pragmatique, je m'interroge sur l'efficacité de ces actions parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons plutôt une opinion publique qui se sent concernée par la question climatique et qu'elle est prête à changer à partir du moment où on accompagne ce changement et où des alternatives accessibles à tous sont possibles. Et donc, j'ai peur que des actions jugées radicales, extrémistes, heurtent un certain nombre de valeurs et font que finalement, l'action climatique soit rejetée du côté des sectaires, du côté des radicaux, du côté d'une action qui romprait l'ordre et qui donc pour certains serait vraiment repoussoire. Merci beaucoup Magali Regueza. Ce que je retiens de notre conversation, c'est 3 choses. La première chose, c'est que le fait de faire baisser les émissions de CO2, ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment s'attaquer dès maintenant à s'adapter dans nos vies aux conséquences des températures qui montent et du changement climatique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite et que là-dedans, c'est essentiellement des arbitrages qu'il faudra faire entre des choses qui vont modifier la manière dont on habite ou les territoires dont on habite, puis des choses qui vont dégrader les conditions de vie. Et la troisième chose, c'est que ces choix-là, ces arbitrages-là, il faut pouvoir les mener collectivement, d'une manière démocratique. Et ça, je crois que c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on continue d'explorer dans Chaleur Humaine, et on en fera très probablement un prochain épisode. Cet épisode de Chaleur Humaine a été produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale.
Merci à Jean-Guillaume Santi, Alexis Delcambre et Morgane Tual pour leur aide et leur patience. Merci à mes collègues Perrine Moutarde et Emeline Kazi pour leurs conseils. Je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et tablettes de chocolat sur mon mail chaleurshumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Chaleur Humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. On dit même en français une infolettre, dans laquelle je rassemble tout ce que j'ai pu lire d'intéressant sur la transition climatique et qui pourrait peut-être aussi vous intéresser. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Acast, Apple Podcasts, Spotify ou sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt!